J'étais l'invité indésirable au mariage de ma sœur. Quand je suis arrivé et que j'ai donné mon nom, le personnel a semblé confus, votre nom n'est pas ici. Quand je l'ai appelé pour lui demander, elle a ricané, tu pensais vraiment que tu serais invité? Alors je suis parti tranquillement, j'ai déposé un cadeau sur la table. Des heures plus tard, ce qu'elle a vu à l'intérieur l'a fait m'appeler sans arrêt, mais je n'ai jamais répondu. Je m'appelle Grace Mitchell et j'ai 34 ans. Il y a 3 mois, je me tenais devant le mariage de ma sœur, à $200 000, pendant que 500 invités célébraient à l'intérieur, parce qu'elle avait décidé que je n'étais pas assez prospère pour y assister. La petite enveloppe que j'ai laissée à la réception ce soir-là lui coûterait un pantouse de $2,8 millions et redéfinirait complètement ce que signifie le succès dans notre famille. Avant de vous raconter ce qui s'est passé ce soir-là et les conséquences choquantes, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si vous vous connectez sincèrement à des histoires sur l'établissement de limites avec des membres de famille toxiques. J'aimerais savoir d'où vous regardez et quelle heure il est là-bas. Laissez-le dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette soirée où tout a changé entre ma sœur Victoria et moi. L'hôtel Saint-Régis sur la 5e avenue ressemblait à un conte de fées ce soir-là. Des lustres en cristal projetaient une lumière dorée sur le hall de marbre, et j'entendais le quatuor à cordes s'accorder dans la grande salle. Victoria préparait ce mariage depuis 18 mois, et d'après les aperçus que j'avais vus sur Instagram, elle n'avait pas lésiné sur les dépenses. J'ai lissé ma simple robe de cocktail noire, trouvée à $200 chez Nordstrom Rack, que je pensais parfaitement appropriée. Mais en voyant les autres invités défiler dans leurs robes de créateurs et leurs smoking sur mesure, je me suis soudain senti mal habillé. Ce n'étaient pas juste des invités de mariage. C'était le nouveau monde de Victoria. Des cadres de la tech, des capital risqueurs, le genre de gens dont les résidences secondaires coûtaient plus cher que la plupart des résidences principales. Votre nom, s'il vous plaît. La réceptionniste derrière le comptoir portait un casque et tenait une tablette, son sourire professionnellement éclatant. Grace Mitchell. Je suis la sœur de la mariée. Ses doigts ont glissé sur l'écran, puis ont glissé à nouveau. Son sourire s'est légèrement troublé. Pourriez-vous épeler cela pour moi, s'il vous plaît? GRACEMITCHELL. Je l'ai regardé attentivement pendant qu'elle cherchait sur ce qui devait être une liste exhaustive. 500 invités, Victoria m'avait dit que c'était le plus grand mariage que le Saint-Régis ait accueilli cette année. Je suis désolé, mademoiselle Mitchell, mais je ne vois pas votre nom ici. Elle avait l'air sincèrement confuse. Peut-être êtes-vous inscrite sous un invité +1. Non, j'ai répondu il y a 2 mois. J'ai sorti mon téléphone, cherchant l'email de confirmation. Regardez, le 15 avril, confirmé pour une personne. La réceptionniste s'est mordu la lèvre, visiblement mal à l'aise. Derrière moi, d'autres invités arrivaient, et je sentais leur impatience. Auriez-vous l'obligeance de vous écarter un instant? Laissez-moi appeler la coordinatrice du mariage. Mais je savais déjà que quelque chose n'allait pas. Victoria était méticuleuse, pour ne pas dire plus. Elle ne faisait pas d'erreur avec les listes, surtout pas pour un événement sur lequel elle obsédait depuis 1 an et demi. Mon estomac s'est serré alors que je me déplaçais sur le côté, regardant des couples heureux s'enregistrer et recevoir leurs attributions de table. J'ai sorti mon téléphone et j'ai composé le numéro de Victoria. Elle a répondu à la 3e sonnerie, et j'ai entendu l'excitation dans sa voix, le brouhaha de la suite nuptiale derrière elle. Grace, qu'est-ce qu'il y a? Je m'apprête à descendre l'allée dans 30 minutes. Victoria, je suis au comptoir d'enregistrement. Il ne trouve pas mon nom sur la liste. Il y a eu une pause, pas la pause confuse de quelqu'un qui essaie de résoudre un problème, mais la pause délibérée de quelqu'un qui choisit ses mots. En arrière-plan, j'ai entendu des verres à champagne tintant et ces demoiselles d'honneur rire. Oh, ça. Son ton a changé, devenant plus froid, plus professionnel. Tu pensais vraiment que tu serais invitée, Grace? Ces mots m'ont frappé comme de l'eau glacée. Quoi? Victoria, je suis ta sœur. Tu m'as envoyé une invitation. C'était avant que les investisseurs de Robert ne confirment. Tu comprends qui est ici ce soir? Le partenaire fondateur de Sequoia Capital, 3 membres du conseil d'administration de Goldman Sachs, toute l'équipe de direction de Robert. Elle a baissé la voix, mais j'entendais encore chaque mot cinglant. Je ne peux pas avoir ma sœur sous-employée se mêlant à ces gens, parlant de son petit projet immobilier secondaire. C'est embarrassant. Projet secondaire? J'ai gardé ma voix stable, bien que ma main tremblât légèrement.
Je suis dans l'immobilier depuis 8 ans. Jouer avec des visites de maison n'est pas une carrière. Grace, regarde, j'ai besoin que tu comprennes, il s'agit de l'avenir de Robert, de notre avenir. Ces investisseurs doivent voir que nous fréquentons les bons cercles. Et franchement, une femme célibataire de 34 ans qui peut à peine payer son loyer ne correspond pas à l'image que nous projetons ce soir. Je suis resté là pendant 10 secondes, peut-être plus, juste en respirant. La réceptionniste faisait semblant de ne pas me regarder. Un couple en tenue de soirée Armani est passé devant, les diamants de la femme captant la lumière. Quelque part dans cette salle, 500 personnes allaient regarder ma sœur épouser un homme dont le succès comptait apparemment plus que 20 ans de sororité. Je comprends parfaitement, j'ai finalement dit. Bien. Je savais que tu comprendrais. Peut-être pouvons-nous déjeuner le mois prochain quand les choses se calmeront. J'ai raccroché. Mes mains étaient étonnamment stables alors que je fouillais dans ma pochette et en sortais la petite enveloppe crème que je portais. À l'intérieur, il n'y avait pas les 500 $ en espèces que j'avais prévu de glisser à Victoria pendant la réception. L'argent que j'avais en fait péniblement rassemblé malgré ce qu'elle pensait de mes finances. Au lieu de cela, il y avait quelque chose de bien plus précieux, quelque chose qui aurait tout changé si elle m'avait seulement accordé 5 minutes au micro ce soir-là. Je suis retourné au comptoir de réception. La coordinatrice était arrivée, l'air contrarié et apologétique, mais j'ai simplement souri et lui étendu l'enveloppe. S'il vous plaît, assurez-vous que Victoria la reçoive. C'est son cadeau de mariage. Alors que je sortais du Saint-Régis cette nuit-là, je pensais à toutes les fois où Victoria avait dédaigné mon choix de carrière. Cela a commencé il y a 8 ans lorsque j'ai quitté mon emploi de comptable d'entreprise pour obtenir ma licence immobilière. Tu jettes ton diplôme, avait-elle dit, fraîchement sortie de son programme MBA. L'immobilier, c'est pour ceux qui ne peuvent pas gérer de vraies carrières. Chaque dîner de famille devenait une vitrine de comparaison. Victoria arrivait avec des histoires sur sa dernière campagne marketing, les clients du Fortune 500 qu'elle décrochait, les primes à 6 chiffres qui accompagnaient son titre de directrice. Maman rayonnait, papa hochait la tête d'un air approbateur, puis tous les regards se tournaient vers moi. Comment vont les ventes de maisons, Grace ? Demandait maman, son ton suggérant qu'elle s'enquérait d'un stand de limonade pour enfants. Ça va, disais-je simplement, sans jamais mentionner les propriétés de luxe que je commençais à gérer, le réseau que je construisais, les clients qui me confiaient leurs décisions financières les plus importantes. À quoi bon ? À leurs yeux, je faisais semblant pendant que Victoria conquérissait le monde des affaires. Noël dernier a été particulièrement brutal. Victoria venait de se fiancer à Robert, et elle ne pouvait pas arrêter de parler de leurs revenus combinés, de leur plan quinquennal, de la propriété d'investissement qu'ils achetaient dans les Hantons. Tu devrais vraiment penser à ton avenir, Grace, avait-elle dit, coupant dans son filet de bœuf. Tu ne rajeunis pas, et l'immobilier indépendant n'est pas vraiment un plan de retraite. Maman avait ajouté, comme elle le faisait toujours. Victoria a raison, ma chérie. Peut-être que tu pourrais trouver un emploi dans son entreprise. Je suis sûr qu'elle pourrait en parler. Je vais bien, avais-je répondu, prenant une autre gorgée de vin. Bien n'est pas florissant, avait répliqué Victoria. Quand la société de Robert sera cotée en bourse l'année prochaine, nous serons lancés pour la vie. Quel est ton plan ? Montrer des maisons jusqu'à 60 ans. Je voulais leur parler de l'opportunité Blackstone qui était déjà en cours, du portefeuille qu'on me proposait de gérer. Mais j'avais appris il y a longtemps que me défendre devant ma famille, c'était comme crier dans le vent. Ils avaient déjà décidé qui j'étais, la sœur aînée sous-performante qui ne pouvait pas suivre le succès de Victoria. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que pendant que Victoria gravissait l'échelle d'entreprise traditionnelle, j'avais construit quelque chose d'entièrement différent. Quelque chose qui était sur le point de rendre leur définition du succès adorablement insignifiante. Le deuxième signe que j'étais devenu invisible pour ma famille était plus subtil, mais d'une manière ou d'une autre plus douloureux. Il ne s'agissait plus seulement de comparaison de carrière. Il s'agissait d'être entièrement effacé des étapes importantes de la vie de Victoria. Quand Victoria s'est fiancée l'année dernière, je l'ai appris par Instagram. Pas un appel, pas un SMS, juste une photo parfaitement mise en scène de sa main avec un diamant de 3 carats, #il a dit oui. Au moment où je l'ai appelée pour la féliciter, elle avait déjà dit à 50 autres personnes. Oh, Grace, désolé, c'était tellement fou. Tu sais comment c'est. Sauf que je ne savais pas comment c'était. J'avais 34 ans et j'étais célibataire, quelque chose qu'elle ne me laissait jamais oublier.
Le groupe de discussion familiale sur la planification du mariage a commencé sans moi. Je n'ai découvert son existence que lorsque maman m'a accidentellement envoyé une capture d'écran destinée à quelqu'un d'autre. Il y avait Victoria, maman, nos tantes, nos cousines, tout le monde sauf moi. Quand j'ai demandé à maman à ce sujet, elle a bredouillé une explication. « Oh, ma chérie, nous ne voulions pas te mettre mal à l'aise, tu sais, puisque tu n'es pas bien, puisque tu n'as pas d'expérience dans ces choses. » Ces choses comme si je ne pouvais absolument pas comprendre les arrangements floraux ou la sélection de lieux sans une bague au doigt. Puis est venue la sélection des demoiselles d'honneur. Victoria avait choisi ses 3 colocataires d'université, la sœur de Robert, et 2 cousines dont je savais à peine qu'elles leur parlaient encore. Quand notre tante a demandé pourquoi je ne faisais pas partie du cortège, Victoria avait ri en bottant en touche. Grace n'est pas vraiment le genre de demoiselle d'honneur. Elle est plus à l'aise en coulisses. En coulisses, invisible. La sœur célibataire qui ne rendait pas bien en photo avec les autres couples du cortège. Mais l'effacement final, celui qui aurait dû me préparer pour ce soir, s'est produit le mois dernier. Victoria avait posté un long hommage émotionnel à toutes les femmes importantes de sa vie qu'il avait soutenues dans son cheminement vers l'autel. Elle avait mentionné son mentor, son instructeur de yoga, même sa coiffeuse. Mon nom n'apparaissait nulle part dans ces 5 paragraphes. J'étais devenu le fantôme à chaque réunion de famille, le substitut au dîner de fête, la sœur qui n'existait que lorsqu'ils avaient besoin de quelqu'un pour se sentir supérieur. Et pendant trop longtemps, je les avais laissés faire. J'avais souri à travers les dédaigneux, je suis resté silencieuse à travers les comparaisons, j'ai accepté mon rôle de conte d'avertissement de la famille sur ce qui arrive quand on ne suit pas le chemin traditionnel. Mais les fantômes ont une drôle de façon de hanter les gens quand ils s'y attendent le moins. Debout devant le Saint-Régis, regardant les couples heureux entrer dans le mariage de ma sœur, j'ai eu un choix à faire. Je pouvais me battre pour ma place à cette table, faire un scandale, exiger de parler à Victoria en personne, peut-être même convaincre la sécurité de me laisser entrer. L'ancienne Grèce aurait fait exactement cela, aurait avalé sa fierté et aurait trouvé un moyen d'arranger les choses, de se faire assez petite pour rentrer dans n'importe quel coin qu'il me permettrait. Mais en me tenant là dans ma simple robe noire, tenant ma pochette avec cette enveloppe à l'intérieur, j'ai réalisé quelque chose de crucial. Certaines tables ne valent pas la peine d'être occupées. Si je partais maintenant, si je laissais Victoria avoir son mariage parfait sans l'embarras de sa sœur sans succès, je perdrais toute chance de renouer avec la famille élargie que je ne voyais qu'au mariage et aux funérailles. Nos cousins de Californie étaient là, notre grand-tante de Boston, que je n'avais pas vue depuis 3 ans. Ces relations ne se rétabliraient probablement jamais une fois que la nouvelle de mon exclusion se serait répandue. Plus encore, je cimenterais ma réputation d'échec familial. Victoria raconterait cette histoire pendant des années. Comment je ne pouvais même pas venir la soutenir le jour de son mariage. Comment j'avais probablement trop honte de ma propre vie pour affronter tous ces gens qui avaient réussi. Chaque réunion de famille inclurait des mises à jour murmurées sur la pauvre Grèce, toujours célibataire, toujours en difficulté, essayant toujours de réussir dans l'immobilier pendant que tout le monde prospérait. Mais la plus grande perte, celle qui me serrait la poitrine, était que je perdrais toute prétention restante à ma place dans cette famille. Pas seulement la famille de Victoria, mais tout le clan Mitchell. Je deviendrais le conte d'avertissement qu'ils raconteraient à leurs enfants. Ne finis pas comme tante Grèce, qui a choisi l'instabilité professionnelle au lieu d'un vrai travail et s'est retrouvée seule. Le portier me regarda avec sympathie. Je devais avoir l'air pathétique debout dans le froid d'octobre, clairement habillé pour un mariage auquel je n'assistais pas. Puis-je vous appeler un taxi, mademoiselle ? Non merci. Je vais bien. Et étonnamment, j'allais bien, car perdre toutes ces choses, les liens familiaux, la réputation, la place à leur table, semblait soudain un prix modique à payer pour garder la seule chose qu'ils essayaient de me prendre depuis des années, mon respect de moi-même. Je pensais à l'email dans mon dossier brouillon, celui que j'avais prévu d'envoyer à Victoria demain avec des photos de ce soir, la félicitant encore pour son bonheur. Je pensais au discours que j'avais écrit mais que je ne donnerais jamais, à la fierté que j'éprouvais pour ma petite sœur. Je pensais à toutes les façons dont j'étais prête à la célébrer, même si elle m'effaçait systématiquement de sa vie. Mon téléphone a vibré. Un SMS de maman. Où es-tu ? La cérémonie commence bientôt. J'ai tapé en réponse, Victoria m'a désinvité. Je rentre à la maison. 3 points sont apparus immédiatement, puis ont disparu, puis sont réapparus. Finalement, il doit y avoir un malentendu. Il n'y avait pas de malentendu.
Pour la première fois depuis des années, tout était d'une clarté cristalline. J'ai tourné le dos au Saint-Régis, à la lumière chaude qui en filtrait, au son de la célébration et de l'appartenance auquel je n'avais jamais vraiment fait partie. Certains ponts sont destinés à brûler. Certaines portes sont destinées à se fermer. Et parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de vous éloigner. Si vous avez déjà été sous-estimé par votre propre famille, vous comprendrez ce qui suit. Avant de continuer, si cette histoire vous touche, veuillez cliquer sur le bouton j'aime. Cela aide vraiment à partager ces messages importants sur l'établissement de limites avec des personnes toxiques, même lorsqu'elles sont liées à vous. Maintenant, laissez-moi vous dire ce qu'il y avait dans cette enveloppe que j'ai laissée à la réception et pourquoi Victoria a essayé de m'appeler 47 fois cette nuit-là. De retour à la réception, j'ai sorti l'enveloppe crème de ma pochette une dernière fois. Elle était plus petite qu'une carte de mariage typique, plus comme celle qui accompagne les fleurs. Je la portais depuis des semaines, attendant le moment parfait pendant la réception pour la glisser à Victoria. Peut-être pendant notre danse ou lorsqu'elle faisait le tour pour remercier les invités. La réceptionniste regardait nerveusement pendant que j'empruntais son stylo. Sur le devant, de ma plus belle écriture, j'ai écrit « Cadeau de mariage pour Victoria Mitchell ». S'il vous plaît, assurez-vous qu'elle le reçoive, j'ai jeudi, en la faisant glisser sur le comptoir de marbre. C'est important. Bien sûr, mademoiselle Mitchell. Je vais personnellement le livrer à la suite nuptiale. Non. J'ai secoué la tête. Pas maintenant. Après la cérémonie, pendant la réception, quand elle sera entourée de tous ses investisseurs et cadres importants, elle a mentionné que le moment était crucial. La réceptionniste a hoché la tête, bien qu'elle ait l'air confuse. Je ne la blâme pas. Quel genre de sœur laisse un cadeau et disparaît du mariage de sa propre sœur? Celle qui est sur le point de changer complètement la donne. J'ai traversé ces portes massives dans la nuit d'octobre. La ville était vivante autour de moi. Des taxis klaxonnaient, des gens riaient en allant dîner, l'énergie infinie de Manhattan un samedi soir. À l'intérieur du Saint-Régis, 500 personnes allaient regarder ma sœur se marier dans ce qu'elle considérait comme le succès. Ils trinqueraient avec du champagne coûtant plus que mon abonnement mensuel au métro. Ils danseraient jusqu'à minuit dans une salle qui ressemblait à Versailles. Et moi, je serais assise dans mon restaurant préféré à 3 pâtés de maison, mangeant des pâtes au l'arabiata et buvant un verre de Chianti tout à fait raisonnable, seul. Pendant que je marchais, mon téléphone est resté silencieux. La cérémonie devait avoir commencé. J'imaginais Victoria flottant dans son sillage à 30 000 $. Robert l'attendant à l'hôtel dans son smoking sur mesure Tom Ford, leurs amis capital risqueurs essuyant des larmes tout en calculant la valeur nette combinée du couple. Aucun d'entre eux ne savait ce qui attendait dans cette enveloppe. Aucun d'entre eux ne pouvait imaginer que la sœur absente, la déception familiale, celle dont le nom avait littéralement été effacé de la liste d'invités, avait laissé quelque chose qui redéfinirait toutes les hypothèses qu'ils avaient faites sur le succès et l'échec. 30 minutes. C'est le temps que j'avais estimé qu'il faudrait à Victoria pour ouvrir mon cadeau une fois la réception commencée. 30 minutes avant que mon téléphone n'explose d'appels auxquels je ne répondrai jamais. J'ai mis mon téléphone en silencieux et j'ai continué à marcher. J'étais à mi-chemin de mes pattes quand ça a commencé. Mon téléphone, face cachée sur la table, a commencé à briller comme une lampe stroboscopique. Les vibrations étaient si intenses qu'il s'est réellement déplacé sur la table. Je l'ai retourné. L'écran était un chaos. 47 appels manqués de Victoria. 23 SMS, chacun plus frénétique que le précédent. Grace, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vrai? Appelle-moi maintenant. S'il te plaît, ça ne peut pas être vrai. Où es-tu, Grace? S'il te plaît. Je suis désolé. D'accord, appelle-moi. 15 messages de maman. Que as-tu fait? Victoria a une crise. C'est le jour de son mariage. Comment as-tu pu faire ça à ta sœur? Réponds à ton téléphone. 8 appels de Robert. Je n'avais jamais enregistré son numéro, mais il était là, illuminant mon écran encore et encore. 3 appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Probablement Victoria empruntant les téléphones d'autres personnes quand je ne répondais pas aux siens. Le restaurant était petit et intime, le genre d'endroit où tout le monde peut entendre votre téléphone vibrer. D'autres clients commençaient à me regarder. Le serveur s'est approché, inquiet. Tout va bien, mademoiselle? Parfait, j'ai dit, et je le pensais.
J'ai maintenu le bouton d'alimentation enfoncé jusqu'à ce que l'écran devienne noir. Puis-je avoir un autre verre de vin? Pour la première fois depuis des années, peut-être pour la première fois de ma vie d'adulte, je me sentais complètement en contrôle. Pas parce que j'avais blessé Victoria, ce n'était pas le but, et jamais il ne l'avait été, mais parce que j'avais enfin arrêté d'accepter le rôle qu'il m'avait assigné. J'avais arrêté d'être l'échec désigné de la famille. Le compte d'avertissement, celui sur lequel il pouvait toujours pointer du doigt et dire, au moins, nous ne sommes pas Grèce. Mon téléphone était peut-être éteint, mais je pouvais imaginer la scène au Saint-Régis parfaitement. Victoria dans sa robe de créateur, entourée de toutes ces personnes importantes qu'elle voulait impressionner, tenant ma carte de visite les mains tremblantes. Les murmures commençant à se répandre dans la salle. Les questions auxquelles elle ne pouvait pas répondre, les hypothèses s'effondrant, l'image qu'elle avait soigneusement construite commençant à craquer. Et le meilleur, c'est qu'elle l'avait fait elle-même. Elle avait ouvert cette enveloppe devant tout le monde, probablement en attendant de l'argent liquide ou un chèque, quelque chose qu'elle aurait pu écarter avec une fausse modestie. Au lieu de cela, elle avait trouvé quelque chose qui l'avait fait m'appeler 47 fois en l'espace de 20 minutes. Mes pattes refroidissaient, mais je m'en fichais. Pour une fois, j'étais exactement là où je voulais être. La vérité, c'est que je gardais des secrets depuis des mois. Pas des secrets malveillants, pas du genre destiné à blesser qui que ce soit, mais du genre que l'on garde près de soi quand on n'est pas sûr de qui on peut faire confiance avec son succès. L'email était arrivé un mardi matin il y a 6 mois alors que je montrais un 2 pièces exigu à Queens à un jeune couple. Mon téléphone a vibré avec une notification d'une adresse que je ne reconnaissais pas, jthompson@blackstone.com. J'ai failli le supprimer, pensant que c'était du spam. Les agents immobiliers reçoivent toutes sortes d'offres d'investissement bidons, mais quelque chose m'a fait l'ouvrir. Chère mademoiselle Mitchell, suite à votre gestion exceptionnelle de la cession du portefeuille Riverside et à votre approche innovante de notre projet de développement Chelsea, Blackstone Real Estate Partners souhaiterait discuter d'un poste supérieur au sein de notre bureau de New York. Je l'avais lu 3 fois, debout dans cet appartement humide de Queens, pendant que mes clients débattaient de la superficie. Blackstone, la plus grande société d'investissement immobilier au monde, gérant plus de 300 milliards de dollars d'actifs. Ils me voulaient. Les entretiens avaient été intenses. 6 rondes sur 3 mois, vol vers leur bureau à Manhattan, rencontre avec des cadres dont je n'avais lu les noms que dans le Wall Street Journal. Ils m'ont interrogé sur l'analyse de marché, la gestion de portefeuille, les tendances immobilières internationales, tout ce que j'ai appris par moi-même au cours de 8 années de ce que ma famille appelait le jouer avec des maisons. L'offre finale était arrivée une semaine avant le mariage de Victoria. Vice-présidente principale, acquisitions immobilières, gérant un portefeuille de 500 millions de dollars axé sur les propriétés résidentielles de luxe dans la région Trietta. Le salaire était supérieur aux revenus combinés de Victoria et Robert. Rien que la prime de signature était supérieure à ce que j'avais gagné ces 2 dernières années. Mais il y avait autre chose. Quelque chose qui se trouvait dans mon coffre-fort à la Chase Bank. Quelque chose que j'avais prévu de révéler au mariage de la manière la plus gracieuse possible. Il y a 6 mois, juste après ce premier entretien Blackstone, j'ai fait quelque chose d'impulsif. Il y avait un Penthouse sur le Upper East Side, un 3 pièces avec des fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park. C'était l'appartement exact que Victoria m'avait traîné voir il y a 2 ans, à l'époque où elle faisait du lèche-vitrine pour son avenir. Elle avait pris des photos dans chaque pièce, les avait postées sur son tableau de vision, avait dit à tout le monde que c'était sa maison de rêve quand l'entreprise de Robert serait cotée en bourse. Le propriétaire traversait un divorce, avait besoin d'une vente rapide en espèces. Avec mes contacts immobiliers et la confiance que Blackstone tiendrait parole, j'avais fait une offre. Clôture en espèces sous 30 jours. La clé de ce Penthouse de 2,8 millions de dollars était censée être mon cadeau de mariage pour Victoria. J'avais prévu de prendre la parole pendant les toasts, de dire à tout le monde à quel point j'étais fier de ma petite sœur, et de lui tendre la clé devant tous ces importants investisseurs qu'elle voulait impressionner. Ça aurait été parfait. La sœur sous-estimée faisant le cadeau ultime, prouvant que le succès se présente sous de nombreuses formes. Mais cette clé était toujours dans mon coffre-fort. Et après ce soir, elle y resterait. Ou plutôt, elle trouverait un bien meilleur foyer. J'avais déjà les documents de donation pour le refuge pour femmes de New York. Ils pouvaient le vendre ou l'utiliser comme logement de transition. Quoi qu'il en soit, cela aiderait réellement les femmes qui le méritaient. Victoria finirait par découvrir le Penthouse. Elle reconnaîtrait probablement même l'adresse en la voyant dans l'annonce de donation, mais à ce moment-là,
il serait trop tard. Certains cadeaux, une fois refusés, ne peuvent pas être repris. Le dimanche matin, les messages vocaux étaient passés de furieux à désespérés. J'ai finalement rallumé mon téléphone pour trouver 127 appels manqués et une boîte vocale si pleine qu'elle n'acceptait plus de nouveaux messages. La voix de Victoria dans le premier message était stridente, incrédula. Grace, quelle sorte de blague est-ce? Blackstone, s'il vous plaît, rappelez-moi et expliquez. Au 10e message, elle pleurait. J'ai googlé, Grace. Oh mon Dieu, j'ai googlé. Vice-présidente principale, est-ce réel? S'il vous plaît, appelez-moi. Je suis tellement désolé pour hier. Je ne le pensais pas. Le message de Robert était plus mesuré, mais tout aussi choqué. Grace, Victoria est en pleine crise. La moitié de nos investisseurs vous demandent de vos nouvelles. Apparemment, 3 d'entre vous connaissent professionnellement. S'il vous plaît, rappelez-nous. Mais c'est le dernier message vocal de maman qui a vraiment capturé la panique familiale. Grace Elizabeth Mitchell, répond à ce téléphone tout de suite. Comment as-tu pu nous cacher ça? À ta propre famille? Victoria dit que tu es une sorte de cadre chez Blackstone, que tu gères des centaines de millions de dollars. Ça ne peut pas être vrai. Tu vends des maisons. Tu peux à peine payer ton loyer. Qu'est-ce qui se passe? Je peux à peine payer mon loyer. Même maintenant, même avec la preuve littéralement entre les mains de Victoria, il n'arrivait pas tout à fait à y croire. La carte de visite que j'avais laissée dans cette enveloppe était élégante dans sa simplicité. Grace Mitchell, vice-présidente principale, acquisition immobilière. Blackstone Real Estate Partners, 345 Park Avenue, New York, New York. Au dos, de ma propre écriture. J'allais annoncer ça à ta réception et te donner les clés du Penthouse Riverside, celui que tu aimais. Mais il semble que les gens qui réussissent n'ont pas leur place à ton mariage. Félicitations pour ton mariage. Le Penthouse sera donné à une œuvre de charité en ton nom. Selon le SMS de ma cousine Sarah, le seul membre de la famille qui m'avait contacté avec des félicitations plutôt qu'avec des demandes, Victoria avait ouvert l'enveloppe pendant l'heure de l'apéritif de la réception, entourée d'au moins 50 invités. Elle avait ri au début, pensant que c'était une blague. Puis quelqu'un avait ouvert le site web de Blackstone sur son téléphone, trouvé la page de direction qui avait été mise à jour seulement 3 jours auparavant avec ma photo et ma biographie. La réception s'était essentiellement arrêtée. 3 des investisseurs de Robert avaient immédiatement reconnu mon nom. Je gérais leurs portefeuilles immobiliers personnels depuis 1 an, bien qu'ils ne m'aient connu que par email et téléphone. Le partenaire fondateur de Sequoia Capital, celui que Victoria avait tant désespérément voulu impressionner. Il avait essayé de me débaucher pour son bureau familial privé le mois dernier. Chaque hypothèse, chaque commentaire dédaigneux, chaque moment où ils m'ont traité comme l'échec familial. Tout s'est effondré devant le public exact que Victoria avait cherché à impressionner. Les recherches Google ont dû être frénétiques. Je pouvais imaginer Victoria toujours dans sa robe de mariée, recroquevillée avec Robert et ses demoiselles d'honneur autour de l'iPhone de quelqu'un, tapant mon nom dans un moteur de recherche après l'autre. Le premier résultat aurait été l'annonce officielle de Blackstone datant de 3 jours auparavant. Blackstone Real Estate Partners nomme Grace Mitchell au poste de vice-présidente principale des acquisitions immobilières. Puis les détails qui leur auraient fait tomber la mâchoire. Mitchell supervisera un portefeuille de 500 millions de dollars de propriétés résidentielles de luxe dans la région métropolitaine de New York. Elle apporte 8 ans d'expérience dans les transactions immobilières haut de gamme, y compris la cession record du portefeuille Riverside qui a généré un rendement de 47% pour les investisseurs. Le Wall Street Journal mentionnait le mois dernier avant ma nomination officielle. Grace Mitchell, la courtière indépendante qui a orchestré l'accord de développement Chelsea de 127 millions de dollars, représente une nouvelle génération de professionnels de l'immobilier qui perturbe les modèles traditionnels. Le profil de The Real Deal datant de 6 mois. Le courtier discret et puissant. Comment Grace Mitchell est devenue la référence pour l'immobilier ultra haut de gamme. Mais le chiffre qui les aurait vraiment stupéfaits était juste là sur le site web de Blackstone. Actifs sous gestion, 1 trillion de dollars. Ma division seule, 15 milliards. Le SMS de Sarah comprenait une photo de la réception. Victoria tenant ma carte de visite. Son visage mêlé de choc et de dévastation, entouré d'invités qui regardaient tout leur téléphone. Robert était à ses côtés, sa main sur son dos, mais son expression était tout aussi stupéfaite.
En arrière-plan, je pouvais voir certains de ces investisseurs groupés, discutant clairement de cette révélation. Tout le monde demande où tu es, avait écrit Sarah. 3 des investisseurs de Robert veulent tes coordonnées. Ils ont dit qu'ils essayaient de te rencontrer depuis des mois. Victoria a dû admettre qu'elle n'a même pas ton email professionnel. Elle n'avait pas mon email professionnel. Elle ne savait pas où était mon bureau. Elle ne savait rien de ma vie professionnelle parce qu'elle ne l'avait jamais demandé. Pendant des années, toutes les conversations portaient sur ses réalisations, ses étapes importantes, son succès. Au moment où j'essayais de partager quelque chose sur mon travail, elle les conduisait. Oh, tu continues de faire le truc des maisons. Le truc des maisons? C'est ainsi qu'elle appelait la carrière qui venait de faire de moi l'une des plus jeunes VP principales de l'histoire de Blackstone. Mon téléphone a vibré avec un autre SMS de Sarah. Victoria vient d'annoncer qu'elle doit quitter sa propre réception plus tôt. Elle a l'air malade. Ta mère dit à tout le monde que tu as dû faire une erreur sur la carte de visite. Une erreur? Parce que même avec toutes les preuves, il n'arrivait toujours pas à accepter que l'échec familial était devenu plus prospère que n'importe lequel d'entre eux. Victoria a passé toute sa réception de mariage à essayer de me joindre au lieu de profiter de son grand jour. Mais le vrai choc est venu 3 jours plus tard lorsqu'elle a découvert ce que j'avais fait de son pantouse de rêve. Si vous trouvez de la valeur dans cette histoire sur l'établissement de limites avec des membres de famille toxiques, veuillez vous abonner et cliquer sur la cloche pour ne pas manquer d'histoires similaires. De plus, j'adorerais avoir de vos nouvelles. Avez-vous déjà dû couper les ponts avec un membre de votre famille qui ne vous valorisait pas? Partagez votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Maintenant, laissez-moi vous parler de la réunion de famille d'urgence qui a tout changé. 3 jours après le mariage, mon téléphone a sonné avec un appel de mon père. Pas Victoria, pas maman, mais papa, qui restait généralement en dehors des drames familiaux. Grace, nous avons besoin de toi à la maison. Réunion de famille ce soir à 19 h. Je ne viens pas, papa. Ta sœur est dévastée. Ta mère est hors d'elle. Le moins que tu puisses faire, c'est expliquer. Expliquer quoi? Que j'ai obtenu une promotion? Que je réussis? Qu'est-ce qui nécessite exactement une explication? Il a soupiré lourdement. Juste 1 heure, s'il te plaît. Nous devons comprendre ce qui s'est passé. Je me sentais presque désolé pour lui. Presque. Ils peuvent avoir leur réunion. Je ne serai pas là. La réunion de famille a quand même eu lieu. Sarah, qu'elle soit bénie, m'a donné le déroulement par SMS. Tout le clan Mitchell s'était réuni dans le salon de mes parents. Maman, papa, Victoria et Robert, 3 tantes, 2 oncles et plusieurs cousins. Les mêmes personnes qui étaient au mariage, qui avaient été témoins de la crise de Victoria à propos de ma carte de visite. Selon Sarah, Victoria s'était tenue devant tout le monde, toujours dans ses vêtements décontractés annulés de lune de miel, et avait lu ma carte de visite à voix haute comme s'il s'agissait d'une preuve dans un procès. Grace Mitchell, vice-présidente principale, acquisition immobilière, Blackstone Real Estate Partners. Sa voix s'était brisée sur le mot au senior. Puis sont venues les questions des parents. Depuis combien de temps travaille-t-elle là? Pourquoi personne ne le savait? C'est pourquoi elle n'était pas au mariage? Attendez, Victoria, tu as désinvité ta propre sœur? Cette dernière question venait de tante Patricia, la sœur de maman, qui avait conduit depuis Boston spécialement pour le mariage. La pièce était devenue silencieuse. Victoria avait essayé d'expliquer, de justifier, de minimiser. Elle n'a pas été désinvitée exactement. Il y a eu un malentendu avec la liste et honnêtement, je pensais qu'elle serait mal à l'aise avec les associés d'affaires de Robert. J'essayais de la protéger. La protéger? L'oncle James avait ri. Avait effectivement ri. Ta sœur est une SVP chez Blackstone et tu essayais de la protéger de certains investisseurs de start-up. La vérité avait commencé à se démêler alors. Comment Victoria avait délibérément retiré mon nom? Comment elle m'avait traité d'embarras? Comment elle avait dit que je n'appartenais pas aux gens qui réussissent? Robert avait essayé de sauver la situation. Nous ne savions rien de sa position si nous avions su. Tu l'aurais invité. Tante Patricia avait interrompu. Tu ne veux Grace autour que si elle a assez de succès. Quelle sorte de famille fonctionne comme ça? Maman avait tenté de maîtriser les dégâts. Grace aurait dû nous parler de son travail. Nous sommes sa famille. Pourquoi le cacherait-elle?
Sarah avait alors pris la parole. Peut-être parce que vous lui avez dit pendant 8 ans qu'elle était un échec. Juste une pensée. La réunion s'est alors dégradée. Des parents prenant parti. Victoria pleurant. Robert trouvant des excuses. Maman insistant sur le fait que tout cela était un malentendu. Et tout le monde posant la même question. Où était Grace? J'étais dans mon appartement, en train de réviser des contrats pour une nouvelle acquisition, vivant ma vie exactement comme je le faisais depuis des mois, avec succès, en silence, et sans leur approbation. La révélation du Pentouse est arrivée le lendemain matin lorsque Victoria a fait ce qu'elle aurait dû faire des mois auparavant. Elle a vraiment prêté attention à ma vie. Sarah m'a dit que Victoria avait passé des heures à parcourir mes réseaux sociaux à la recherche d'indices qu'elle avait manqués. Elle a trouvé la photo que j'avais postée il y a 6 mois, devant un immeuble sur le Upper East Side avec la légende « De grands changements à venir ». Victoria l'avait aimée à l'époque sans même la lire, la faisant probablement défiler tout en prêtant une demi-attention. Mais maintenant, elle reconnaissait le bâtiment. C'était le même où elle m'avait traîné il y a 2 ans pour regarder sa maison de rêve, un Pentouse de 3 pièces avec vue sur Central Park dont elle parlait sans cesse. Elle en avait même fait le fond d'écran de son ordinateur portable. C'est l'immeuble Riverside, avait-elle apparemment murmuré à Robert. C'est mon Pentouse. Mon Pentouse. Elle l'appelait toujours le sien même si elle n'avait jamais fait d'offre, jamais eu l'argent, jamais rien fait d'autre que rêver et poster des photos. Mais dans son esprit, elle l'avait réclamé. Les registres immobiliers étaient publics. Il a fallu moins de 5 minutes à Robert pour retrouver la vente d'il y a 6 mois. Unité 47B vendue pour 2,8 millions de dollars, achat comptant, acheteuse Grace Mitchell. L'appel de Victoria est arrivé immédiatement. Pour une fois, j'ai répondu. Tu l'as acheté? Sa voix n'était qu'un murmure. Tu as vraiment acheté mon appartement de rêve? J'ai acheté un appartement, j'ai corrigé. Il n'est devenu le tien que dans ton imagination. Mais tu savais que je le voulais. Tu savais que c'était ma maison de rêve, et que j'allais te le donner. Les clés devaient être mon cadeau de mariage. J'avais prévu tout un discours sur ma fierté pour ma petite sœur, sur le fait qu'elle méritait sa maison de rêve. J'allais te tendre les clés devant tous ces importants investisseurs que tu as mentionnés. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai pensé qu'elle avait raccroché. Tu allais me donner un appartement de 3 millions de dollars. 2,8 et oui, mais ensuite tu as décidé que je n'étais pas assez prospère pour assister à ton mariage, alors j'ai décidé que tu n'étais pas assez reconnaissante pour recevoir mon cadeau. Grace, s'il te plaît. Je suis désolé. J'avais tellement tort. Pouvons-nous en parler? Pouvons-nous arranger ça? Certaines choses ne peuvent pas être réparées. Victoria, tu ne m'as pas seulement désinvité de ton mariage. Tu m'as effacé de ta vie parce que tu pensais que j'étais en dessous de toi. Et tu l'as fait publiquement, cruellement, lors de ce qui aurait dû être un jour de célébration. Je ferai n'importe quoi, s'il te plaît. Robert et moi, nous économisons depuis des années pour un endroit comme celui-ci. Ça changerait nos vies. J'ai pensé à toutes les fois où mon succès aurait pu changer ma vie à leurs yeux s'ils s'étaient seulement donné la peine de regarder. Ça change déjà des vies, j'ai dit. Juste pas les tiennes. Les papiers de donation avaient été signés ce matin même. J'avais rencontré la directrice du Women's Shelter of New York à 9h précise dans la salle de conférence du bureau de mon avocat à Midtown. Mademoiselle Mitchell, je dois m'assurer que vous comprenez. La directrice, Maria Santos, avait dit, les yeux écarquillés. Il s'agit d'une propriété de 2,8 millions de dollars. Êtes-vous certaine de vouloir la donner entièrement? Complètement certaine. Je veux qu'elle abrite des femmes qui recommencent, qui ont entendu qu'elles n'étaient pas assez, qui ont besoin d'une chance de prouver que tout le monde a tort. Les avantages fiscaux étaient considérables. Une déduction fiscale de 2,8 millions de dollars dont mon comptable était ravi. Mais plus important encore, le Pentouse serait vendu et les bénéfices financeraient les opérations du refuge pour les 5 prochaines années. Ou s'il le choisissait, il pourrait le convertir en logement de transition pour 12 femmes à la fois. J'avais demandé à mon avocat d'envoyer une copie du reçu de donation à l'adresse email de Victoria cet après-midi-là. L'objet était simple. Votre cadeau de mariage a trouvé un meilleur foyer. La pièce jointe montrait tout. Le transfert de propriété, l'évaluation de la donation, les documents fiscaux,
et une lettre du refuge me remerciant pour le don le plus généreux de l'histoire de notre organisation. Victoria a appelé 17 fois dans l'heure qui a suivi. Robert a appelé 10 fois. Maman a appelé 23 fois. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Au lieu de cela, j'étais assise dans mon nouveau bureau chez Blackstone, une unité d'angle, au 42e étage, surplombant Park Avenue. Mon assistant James a frappé et est entré avec mon café de l'après-midi. Mademoiselle Mitchell, vous avez 3 messages de Robert Chen insistant sur le fait que c'est urgent et quelqu'un nommé Victoria a appelé la réception 4 fois essayant de passer la sécurité. Merci, James. Ajoutez-les à la liste des interdictions d'appel. Il a hoché la tête sans questionner. C'est ce que j'aimais chez Blackstone. Les limites professionnelles étaient sacrées ici. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Sarah. Victoria vient de dire à tout le monde que tu as donné son appartement à la charité. L'oncle James a dit que ce n'était pas son appartement si elle ne le possédait pas. Elle est partie en pleurant. J'ai posé mon téléphone et me suis retourné vers mon ordinateur. J'avais un portefeuille à gérer, des affaires à conclure, une carrière à construire. La même carrière qu'ils avaient dédaignée comme jouer avec des maisons pendant 8 ans. Le Pantouz était parti, donné, faisant une réelle différence dans le monde. Et Victoria. Elle apprenait ce que cela faisait de voir quelque chose que l'on croyait lui appartenir disparaître en un instant. La différence était qu'elle n'avait perdu qu'un rêve. Quand elle m'avait désinvité de son mariage, elle avait essayé de prendre ma dignité. L'une de ces choses pouvait être remplacée. L'autre était inestimable. 2 semaines après le mariage, Victoria a fait sa dernière tentative désespérée. Elle avait trouvé le moyen de connaître l'adresse du bâtiment Blackstone, probablement sur LinkedIn, et s'est présentée à notre hall un mardi matin. James a appelé à mon bureau à 9h15. Mademoiselle Mitchell, il y a une Victoria Mitchell dans le hall, insistant sur le fait qu'elle est votre sœur. La sécurité ne la laisse pas monter sans votre approbation. J'ai regardé le moniteur de sécurité sur mon bureau. Elle était là, dans son costume de designer, discutant avec le comptoir de sécurité. Elle avait l'air plus petite, d'une certaine manière, diminuée. La directrice marketing confiante qui m'avait dédaigné à son mariage avait été remplacée par quelqu'un qui comprenait enfin ce qu'elle avait perdu. Elle n'a pas de rendez-vous, ai-je dit à James. Notre politique est claire. Bien sûr, mademoiselle Mitchell. J'en informerai la sécurité. J'ai regardé sur l'écran la sécurité expliquer qu'elle ne pouvait pas accéder à l'ascenseur sans autorisation. Victoria a sorti son téléphone et le mien a sonné immédiatement. J'ai laissé aller en messagerie vocale. Son message était désespéré. Je suis dans ton hall, Grace. S'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Je sais que je t'ai blessé. Je sais que j'avais tort, mais nous sommes sœurs. Ça doit vouloir dire quelque chose. Sœurs. Nous étions sœurs quand cela l'arrangeait. Quand elle avait besoin de quelque chose. Quand mon succès me rendait soudainement digne d'être connu. J'ai composé un email au lieu d'appeler. Victoria. Les limites ne sont pas des suggestions. Elles ne sont pas négociables. Elles ne sont pas effacées par des excuses ou des liens du sang. Tu as clairement fait savoir lors de ton mariage que le succès était ton prérequis pour faire partie de la famille. Maintenant que tu sais que j'ai dépassé cette exigence, tu veux changer les règles. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. Je te souhaite, à toi et à Robert, tout le bonheur dans votre mariage. J'espère que vos carrières continueront de s'épanouir. J'espère que vous trouverez votre maison de rêve un jour par vos propres efforts. Mais je ne ferai pas partie de votre vie à l'avenir. Ce n'est pas une punition ni une vengeance. C'est un choix. Le même genre de choix que tu as fait quand tu as retiré mon nom de ta liste d'invités. La différence, c'est que je fais mon choix avec honnêteté au lieu de tromperie. S'il vous plaît, ne venez plus à mon bureau. La sécurité a maintenant ta photo. Grace. Je l'ai regardé le lire sur son téléphone dans le hall. Ses épaules se sont affaissées. Elle est restée là encore 10 minutes, peut-être espérant que je changerais d'avis, avant de finalement sortir dans la matinée de Manhattan. Ce fut la dernière fois que Victoria essaya de me contacter directement. La pression familiale a continué pendant des mois, mais j'ai tenu bon. Certaines limites, une fois fixées, ne devraient pas être déplacées. Les conséquences sociales de cette nuit de mariage ont eu des répercussions dans le monde soigneusement construit de Victoria d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée.
Cela a commencé avec les investisseurs de Robert. 3 d'entre eux étaient mes clients. Ce que Victoria a découvert seulement après le mariage lorsqu'ils ont demandé à Robert pourquoi sa femme avait banni l'un de leurs principaux conseillers immobiliers de la réception. Le partenaire fondateur de Sequoia Capital était particulièrement direct. « Ta femme a des invités Grace Mitchell ?» La même Grace Mitchell qui gérait le portefeuille immobilier de 30 millions de dollars de ma famille. Cela témoigne d'un jugement remarquablement médiocre. La communauté des startups à New York est plus petite que les gens ne le pensent. La nouvelle s'est rapidement répandue que la nouvelle femme de Robert avait publiquement humilié une SVP de Blackstone, quelqu'un dont beaucoup avaient besoin pour leurs propres investissements immobiliers. 2 investisseurs potentiels se sont retirés de la série B de financement de Robert, invoquant des préoccupations concernant la prise de décision de l'équipe de direction. Mais le vrai coup est venu d'une source inattendue, la propre entreprise de Robert. Sarah a entendu par le biais du réseau familial que le conseil d'administration de Robert avait convoqué une réunion d'urgence 3 semaines après le mariage. Avoir une épouse qui a aliéné publiquement des acteurs majeurs du monde financier n'était apparemment pas l'image qu'ils voulaient pour leur PDG. Ils ne l'ont pas licencié, mais ils ont institué une nouvelle politique concernant l'implication du conjoint dans les événements sociaux liés à l'entreprise. Traduction, Victoria n'était plus la bienvenue aux fonctions d'entreprise. La femme qui était si préoccupée par l'impression des investisseurs, qui avait littéralement désinvité sa propre sœur pour protéger son image, était maintenant elle-même désinvitée du monde même qu'elle avait tant essayé d'intégrer. Pendant ce temps, ma vie professionnelle a prospéré d'une manière qui est devenue impossible à ignorer pour la famille. Le Wall Street Journal a publié un article sur les jeunes leaders de l'immobilier, et ma photo y figurait en bonne place. L'article mentionnait le portefeuille de 500 millions de dollars que je gérais, les accords innovants que j'avais structurés, le fait que j'étais la plus jeune SVP de la division immobilière de Blackstone. Maman m'a envoyé l'article découpé avec une note. Tellement fier de toi, ma chérie. J'ai toujours su que tu ferais quelque chose de ta vie. J'ai toujours su. La réécriture de l'histoire était presque amusante. Les réseaux sociaux de Victoria et Robert, autrefois remplis de photos glamour de couple et de messages de célébration, sont devenus silencieux. Les photos de lune de miel ne sont jamais apparues. Les messages monsieur et madame ont cessé. Sarah a mentionné que Victoria avait pris un congé maladie pour raison de santé, ce qui, dans le jargon d'entreprise, signifiait qu'elle était trop humiliée pour montrer son visage au bureau. Le couple doré qui avait tout, le mariage chic, les connexions importantes, l'image parfaite, avait tout perdu en une seule nuit. Et tout cela parce que Victoria ne voyait de valeur chez les gens au-delà de leur titre de poste. 6 mois se sont écoulés. Les tentatives de réconciliation de la famille sont passées de désespérées à résignées. Maman appelait toujours mensuellement, toujours avec le même refrain. C'est ta sœur, Grace. La famille pardonne. La famille respecte aussi. Je répondrai quand Victoria apprendra cette leçon. Nous pourrons parler de pardon. La famille élargie s'était divisée en camps. Tante Patricia et oncle James, qui avaient été témoins directs du comportement de Victoria, soutenaient mes limites. Les autres, qui n'entendaient que la version de Victoria d'être incomprise, pensaient que j'étais cruel. Je ne me souciais plus de leurs opinions. J'étais trop occupé à vivre ma vie. La promotion au poste de vice-présidente exécutive est arrivée 8 mois après le mariage. Avec elle est venu un nouveau portefeuille d'une valeur de 1,2 milliard de dollars et une équipe de 12 analystes. L'annonce a fait le Financial Times. Cette fois, Victoria n'a pas essayé d'appeler. Mais Sarah m'a dit qu'elle avait imprimé l'article et pleuré à son bureau. Elle continue de dire que vous deux traversez juste une période difficile. A dit Sarah lors d'un café un après-midi. Que tu vas finir par te réconcilier. Et qu'est-ce que tu lui dis? La vérité. Que tu as tourné la page. Que tu fréquentes cet architecte du projet Tribeca, que tu es heureuse. J'étais heureuse. David était tout ce que ma famille aurait approuvé. Prospère, stable, issu d'une bonne famille. L'ironie, c'est que je ne l'ai trouvé qu'après avoir arrêté de me soucier de leur approbation, ne m'a pas échappé. Victoria, quant à elle, luttait. La femme qui avait construit son identité sur le fait d'être la sœur prospère était maintenant connue comme celle qui s'était humiliée à son propre mariage. L'entreprise de Robert avait connu des licenciements, et bien qu'il ait conservé son poste, le stress se faisait sentir. Leur vie parfaite sur Instagram s'était effondrée en quelque chose de bien plus ordinaire qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Elle m'envoie toujours des SMS toutes les quelques semaines.
Je n'ai jamais répondu, mais je les ai lus. Je pense à cette nuit chaque jour. Je suis en thérapie maintenant, j'apprends sur les schémas familiaux toxiques. J'avais tort sur tout. Ma sœur me manque. Ce dernier est presque arrivé à moi. Presque. Mais ensuite, je me suis souvenu d'être debout devant le Saint Régis, à qui on disait que je n'étais pas assez. Je me suis souvenu de 8 ans de commentaires dédaigneux, d'avoir été traité comme un échec, de ma carrière moquée comme jouer avec des maisons. Certains ponts, une fois brûlés, éclairent le chemin. La lumière de ce feu avait éclairé un chemin vers une vie où j'étais valorisé, respecté et vu pour qui j'étais vraiment. Et cette vie n'incluait pas Victoria. Aujourd'hui, cela fait exactement 1 an depuis le mariage de Victoria. Je suis assise dans mon nouveau bureau, vice-présidente exécutive maintenant, suite d'Anglo 5 en 3e étage, avec une vue qui s'étend de Central Park à la rivière Hudson. La plaque nominative sur ma porte me semble encore surréaliste parfois. Mon assistant frappe. Mademoiselle Mitchell, votre invitée de 15h est là. Faites-les entrer, James. La porte s'ouvre et Maria Santos entre, la directrice du refuge pour femmes. Elle rayonne. Grace, je devais te le dire en personne, la vente du Penthouse Riverside a clos hier, 3,2 millions de dollars. Le marché a augmenté depuis ta donation. Cet argent nous permettra de garder nos portes ouvertes pendant les 7 prochaines années et financera notre nouveau programme de formation professionnelle. C'est merveilleux, Maria. 43 femmes ont déjà suivi notre programme de logement de transition grâce à toi. 43 femmes à qui on avait dit qu'elles étaient sans valeur, qui n'avaient nulle part où aller, qui avaient besoin de quelqu'un pour croire qu'elles étaient suffisantes. Tu leur as donné ça. Après son départ, je me tiens à ma fenêtre, regardant la ville. Quelque part là-bas, Victoria vit sa vie. Toujours mariée à Robert, d'après ce que j'ai entendu. Toujours à travailler dans son entreprise. Toujours à poster des photos soigneusement sélectionnées d'une vie qui semble réussie de l'extérieur. Elle m'a envoyé une lettre la semaine dernière, une vraie lettre, pas un SMS ou un email. J'ai reconnu son écriture sur l'enveloppe et j'ai failli la jeter, mais la curiosité a gagné. Grace, ça fait 1 an depuis que j'ai pris la pire décision de ma vie. Je n'attends pas le pardon. Je n'attends pas de réponse. J'ai juste besoin que tu saches que maintenant je comprends. Le succès ne concerne pas les titres ou les salaires ou qui a le plus grand appartement. Il s'agit d'être le genre de personne que les autres veulent célébrer. Pas à cause de ce que tu as accompli, mais à cause de qui tu es. J'ai échoué à ce test. J'ai échoué en tant que sœur. Tu n'es pas seulement devenue prospère, Grace. Tu l'as toujours été. J'étais simplement trop aveuglé par ma propre insécurité pour le voir. Je ne demande pas une autre chance. Je te demande juste de savoir que j'ai enfin compris ce que j'ai perdu. Pas le Penthouse, pas les connexions. J'ai perdu ma sœur, et ça vaut plus que n'importe quel appartement ne pourrait jamais l'être. Victoria, j'ai gardé la lettre, non pas parce que je suis prête à pardonner, mais parce que c'est la preuve que les gens peuvent apprendre, même si c'est trop tard. Mon téléphone vibre avec un SMS de David. Dîner à 20h, ce nouvel endroit à Soho. Parfait. Je t'aime. Ma nouvelle règle est simple. Je m'entoure de personnes qui ont vu ma valeur quand je n'avais rien à prouver. David, Sarah, mon équipe chez Blackstone, les amis qui ont célébré mes succès silencieux bien avant qu'ils ne deviennent des victoires publiques. Quant à la famille n'est pas seulement le sang. Ce sont les gens qui vous soutiennent quand vous êtes invisible et qui vous célèbrent avant que vous ne soyez impressionnant. Ce sont ceux qui voient votre valeur quand votre nom n'est sur aucune liste. Parfois, le cadeau le plus cher que vous pouvez vous faire est de vous éloigner des gens qui ne voient pas votre valeur. Même s'ils partagent votre nom de famille, même s'ils finissent par apprendre à le voir, même s'ils supplient pour une autre chance, car le respect de soi, c'est le seul succès qui compte vraiment. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous comprenez que parfois la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de vous éloigner des gens qui ne voient pas votre valeur, même s'ils sont de votre famille. Quelle limite avez-vous dû fixer avec des parents toxiques ? Avez-vous jamais dû choisir le respect de soi plutôt que l'harmonie familiale ? J'adorerais entendre votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Et si ce message vous a touché, veuillez le partager avec quelqu'un qui a besoin d'entendre qu'il est déjà suffisant tel qu'il est. Abonnez-vous pour plus d'histoires sur le choix de la valeur de soi plutôt que des relations toxiques. Rappelez-vous, le succès ne consiste pas à prouver que les autres ont tort.